comment pouvez-vous faire, comment peut-on faire pour encourager l'esprit entrepreneurial et orienter davantage ces jeunes et leur faire accepter l'idée d'être plutôt des entrepreneurs que des fonctionnaires? Est-ce que vous avez des pistes de réflexion? C'est la question qu'on pose tous les enseignants qui sont là. On pose à les étudiants. Moi, je suis à Hawaï. Chaque semestre, j'ai à peu près 120 étudiants que je prends dans un cours qui s'appelle le cours Moroccan Economy, l'économie marocaine. C'est-à-dire, je travaille sur l'économie marocaine, ses acteurs, tous ces. La première question que je pose à mes étudiants, qui sont à Hawaï, une élite, hein, c'est une grande partie d'élite, il y a la même question qui revient chez ces jeunes, la même problématique qui se pose, c'est la liberté de choisir. Est-ce qu'on a les difficultés administratives terribles? On a tellement d'obstacles dès le début. Comment accéder à un marché? C'est-à-dire comment vous allez vendre je vends ma marchandise à un grand supermarché et j'attends qu'il me paye sur 90 jours ou 120 jours alors qu'il se paye cash. Donc la problématique, c'est libérer, aplatir les démarches administratives. Il n'y a plus de démarches. Que tu veux créer ton entreprise, crée-la et je te juge après. Crée-la, simplifie, la simplification. Le gros problème, c'est simplifier. Or, aujourd'hui, personne ne veut qu'on simplifie. Les jeunes ont peur de sauter dans le vide. Ont peur de sauter dans le vide. Et c'est ça ce que je disais tout à l'heure. Il faut leur permettre d'agir dans un environnement transparent, où la liberté de la concurrence, elle est là, où l'accès au marché, il est là, et le droit de recours, ou surtout ça, le droit quand il a eu des difficultés. Donc, merci. Moi, je le fais. Je suis aussi fondateur d'Enactus, une association aujourd'hui très importante. C'était M. Sini, parce que M. Sini m'a demandé la réaction à 100%. Mademoiselle Miliani, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez éteindre votre portable? Hana Miliani, s'il vous plaît. Oui, je termine, cher président, oui, je termine, cher ami. Je suis aussi fondateur d'une association qui s'appelle Enactus, que vous connaissez. Et on fait tellement de choses avec les universités. Les jeunes sont qu'ils viennent avec des idées de projets sociaux, des trucs. Il n'y a pas de lendemain. Il n'y a pas de lendemain. Et là aussi, quand on va dans les professeurs, il y a des professeurs qui sont entrepreneurs. Ils amènent des idées. Mais on a des professeurs qui ont des idées extraordinaires, qui ont développé à l'intérieur de leur laboratoire de recherche des idées. Mais quand ils veulent passer, ils cherchent un industriel qui peut industrialiser les idées, qui peut les aider à développer leurs brevets. On a des brevets qui sont déposés aujourd'hui, mais ils ne trouvent personne. C'est le problème, c'est que le capital, tant qu'aujourd'hui, on ne taxe pas le patrimoine, on ne taxe pas le capital d'une façon très importante, on aura toujours cette fuite intersecteur qui ne permettra jamais à la naissance des entrepreneurs dans notre pays. Je sais de quoi je parle, 30 ans à la CGM. Malheureusement, on n'a pas d'entrepreneurs au sens champéterien. On a des opportunistes, des hommes d'affaires qui sont présents dans 30 secteurs à la fois, et parce qu'un secteur cache la misère d'un autre secteur pour éviter de tout. Et c'est ça le gros problème. Si on ne résout pas, on reviendra l'année prochaine avec les mêmes personnes et on débattra des mêmes problématiques qui sont posées. Merci. Alors, au risque de fâcher certains de nos amis de la CGEM et représentants des grandes entreprises, on notera cette recommandation et on fera de notre mieux pour la transmettre. J'assume. Merveilleux, merveilleux. Alors, j'aimerais avoir l'avis, s'il vous plaît, d'un second entrepreneur, c'est Mouchrek Mustafa, qui a démarré dans une petite affaire et j'aimerais bien qu'il nous en dise quelques mots. Et il a réussi en étant persévérant et en faisant face à tous les obstacles qu'on est en train de citer, du financement, des marchés. Il a réussi aujourd'hui à accéder à des marchés au niveau international et j'aimerais bien qu'on écoute son témoignage. C'est Mouchrek Mustafa. Et en espérant qu'il ait un micro pour parler. C'est Mouchrek. Surtout ça. C'est Mouchrek. Mustafa Mouchrek. Tfaddal Sidi. Le micro de M. Mouchrek est éteint. Est-ce que quelqu'un peut se charger d'allumer le micro de M. Mouchrek? Mustafa Mouchrek. Voilà, vous avez le micro, M. Mouchrek.
Quelqu'un l'a éteint là encore. Voilà, c'est mieux. Rallumez le micro, voilà. Ça marche. Je vous en prie. Oui. Bonsoir tout le monde. Ben voilà, ben je suis un entrepreneur dans l'entrepreneuriat. Ben, j'ai commencé tout petit. Figurez-vous que j'étais comme à l'administration, j'avais atteint un certain niveau par mes efforts. Et puis, je me trouvais, bien, dans l'administration, c'est plutôt du semi-public. Ça ne permet pas beaucoup de choses, pas beaucoup d'ambition. Et je suis parti à l'entreprise, tout simplement. À quel âge? Vous aviez quel âge quand vous avez quitté votre entreprise publique pour entreprendre? 33 ans, 34 ans à ce moment-là. 33 ans, 34 ans, d'accord. Vous avez quitté un poste sûr pour entreprendre. Allez-y. 10 ans à l'Office national de l'électricité, qui constitue un modèle d'emploi. Un modèle d'emploi intéressant. Et pourtant, je me suis dit, bien, tiens, et pourquoi pas essayer quelque chose d'autre qui me permettrait davantage. D'autant plus, je me trouvais dans une famille relativement qui a des besoins et tout ce qui suit, et je pouvais couvrir aussi les besoins de mes frères et d'autres. Donc, je suis parti à l'aventure et je suis sur l'entreprise. J'ai fait une étape intermédiaire dans la mesure où je suis rentré dans une entreprise privée déjà. Dans le privé, pour savoir un petit peu comment ça se passe, dans laquelle j'ai passé 2 ans, et puis je suis parti à l'aventure pour faire presque la même chose et toujours dans le même métier sur lequel je contrôlais bien ma situation technique et pour partir tout seul. Donc j'ai commencé, je ne vous cache pas, avec un capital très faible, avec des amis. Et par quoi commencer? Ben, je cherchais un petit peu à faire ce que les autres ne veulent pas faire. Parce qu'après tout, moi, je suis partisan que l'entrepreneur est là pour répondre à un besoin. Et quand il y a un besoin, quand il y a de la sous-traitance qui était difficile, ben, il n'y a pas beaucoup de fournisseurs qui se présentent. Ou s'il y en a, ben, cela demande des prix élevés. Moi, pour me faire, donc il fallait commencer comme ça. Donc, et je répondais aux besoins et par conséquent, j'étais payé et multiplié par celui-là et l'autre. Et j'avais une petite réputation d'un homme de contexte qui n'est pas facile. Ça m'a donné de l'argent et des moyens pour commencer et se lancer. Donc, ce qui fait, on m'appelait assez souvent. Donc, c'est là où c'est bien parti. C'est bien parti. Donc, j'ai de l'ambition, peut-être, je suis du genre un petit peu d'homme à percer et challenger à chaque fois un petit peu ma situation vis-à-vis d'une autre. Et je me suis développé. Donc, alors là, j'ai attaqué aussi les marchés publics. Donc, j'ai pu avoir des marchés publics avec l'ONE, par exemple, dans le domaine de l'électricité, dans le réseau d'énergie, le transport, la transformation, la distribution de l'énergie. Et ça fait des chiffres de plus en plus qui grandissent. Jusqu'au point où il y avait l'électrification rurale, bon, ça a donné aussi encore des chiffres assez importants. Et j'étais d'un certain niveau déjà, parmi les petites entreprises qui ont grandi et qui a sa place. Et puis, une fois que l'électrification rurale, bon, on a atteint le niveau extrême, puisqu'on a atteint 95%, 96%, 97%. Pour celui qui a de l'ambition, on se trouve un petit peu à l'étroit. D'autant plus, on commençait à nous gêner parce que dans les marchés publics, on a dit, ah, maintenant c'est l'ouverture et on permet l'accès à toutes les entreprises internationales pour répondre à des marchés publics. Je parle de projets, de grands projets. Donc, on se trouvait un petit peu en difficulté de prix et à l'étroit. Et puis, quand on a posé la question, on nous dit, ah, maintenant c'est l'ouverture, il faut faire avec ça. Les choses étaient simples, on s'est dit, bien, si il y a l'ouverture elle est chez nous, elle est censée être ailleurs. Et pourquoi pas aller en Afrique? Donc, on a essayé de partir en Afrique et on se trouve maintenant avec des réalisations assez importantes parce que nous sommes une entreprise de service. On fait l'étude, la fourniture, et l'installation et la maintenance des installations de grandes envergures. Donc, le souci numéro 1 qui était pour l'Afrique, c'est un petit peu se faire payer. Ça, c'est une réalité. On n'a pas hésité à partir dans des appels d'offres internationaux. Donc, avec toutes les références que nous avions et le niveau qu'on avait même au niveau de bancaire, on était admis à travailler dans le cadre de la Banque africaine de développement, de la Banque mondiale et tout ce qui suit. Maintenant, on se trouve avec des affaires de projets, de grands projets. En l'occurrence, on a fait au Burkina Faso 800 km de lignes moyenne tension et 87 postes de transformation dans un délai de 2 ans.
Donc, ça nous a permis un petit peu des possibilités. On a élargi parce que, peut-être parce qu'on aime la percée, on aime un petit peu la difficulté. C'est une chance, c'est une difficulté. Mais en tous les cas, ça nous a permis un petit peu maintenant de se retrouver dans 5 pays de l'Afrique de l'Ouest. Entre autres, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Sénégal. Et on travaille toujours dans le cadre de marchés internationaux. On trouve en face de nous des grandes entreprises de tous les pays. Il y a des concours, on rencontre jusqu'à 10 pays qui participent. D'autant plus que c'est des bailleurs de fonds et qui encouragent ça. Donc, on a pu trouver notre place. Pourquoi je dis ça? C'est que tout est possible aux jeunes entrepreneurs, tout est réalisable, malgré toutes les difficultés. Nous avons rencontré beaucoup de problèmes et c'est un petit peu, j'ose espérer, apporter une contribution aux jeunes entrepreneurs et aux moyens pour dire que notre expérience, on a pu relever beaucoup de difficultés, beaucoup d'handicaps et on a pu avancer. Donc, tout est possible et je suis disposé un petit peu à soutenir et répondre à des questions pratiques et éventuellement. Alors, merci beaucoup pour ce beau témoignage. Je voudrais vous poser juste deux petites questions rapides. Vous avez parlé après avoir quitté cette entreprise publique, vous avez été continuer d'apprendre dans une entreprise privée, ne serait-ce que sur le fonctionnement d'une entreprise privée, sujet sur lequel vous ne saviez rien. Et vous avez dit que vous faisiez les choses les plus difficiles à faire. Donc, vous n'avez à aucun moment cherché la facilité. Et vous êtes courageux et bravo. Maintenant, ma question, quand vous avez démarré, que vous étiez jeune, quel type d'aide auriez-vous aimé recevoir? Comment est-ce que votre réussite, c'est une belle success story, comment est-ce que votre réussite aurait pu être facilitée et quel type d'aide vous auriez aimé recevoir à ce moment-là? D'être compris et puis sachant d'avance qu'il n'y a pas de cadeau et qu'il fallait faire les efforts nécessaires et se présenter convenablement. Vous savez, il y a des loupés ou quoi, ça fait partie du parcours, mais les quelques succès qui se succédaient et qui faisaient du plus, ça donnait quand même une masse. Et puis, bon, avec le sérieux, je crois qu'on a pu faire quelque chose quand même d'intéressant. Pour encourager un petit peu être compris, aux jeunes entrepreneurs. Être écouté et être compris. D'accord. Oui. Maintenant, vous-même, alors ma deuxième question, est-ce que vous-même, ayant vécu cette expérience, étant passé par la toute petite entreprise ou l'auto-entrepreneuriat, est-ce que dans votre démarche, vous intégrez l'aide qui peut être fournie à des fournisseurs de taille plus petite avec lesquels vous travaillez? Est-ce que vous arrivez à les intégrer et aider d'autres jeunes à démarrer, jeunes ou moins jeunes, à démarrer leur structure? Oui. Si je reviens un petit peu à l'expérience africaine, nous, on nous a décerné un trophée de bon exportateur parmi les meilleurs exportateurs en 2016 par notre façon de faire. En partant en Afrique, vous savez, nous faisons travailler jusqu'à 10 entreprises en sous-traitance. On est parti sur le principe que nous, on fait des études, on fait l'encadrement, on arrive avec le conseil, et comme c'est des appels d'offres internationaux, c'est du clé en main. Alors là, on participait même à la prescription de tout le matériel qui pouvait être là. Et en composant avec tous ces gens-là et avec un financement sûr, nous avons une position intéressante et par le sérieux, les gens tournent autour de nous. Nous avons fait travailler avec nous 10 entreprises africaines à la fois. Bravo. Alors, merci et on va certainement vous écouter encore dans un petit moment. Je voudrais interroger à présent M. Karim Tazi, qui est le président-directeur général du groupe Richemont, très grosse entreprise, mais également un monsieur très, très engagé dans le monde associatif. Et s'il veut bien nous faire part, M. Tazi, bienvenue à vous. J'aimerais avoir votre avis sur les différents éléments que vous avez entendus et vos propositions pour encourager l'auto-entrepreneuriat et la petite et moyenne entreprise. Et je sais que dans le cadre associatif, vous êtes actif dans la formation destinée aux futurs entrepreneurs. Je vous en prie.
Alors, attendez, je reçois un appel. On est comme dans les studios de Hollywood, là. Je reçois un appel en direct. Oui, monsieur? Ah, d'accord. Merci, merci. Alors, monsieur, on me dit que monsieur Karim Tazi n'est pas présent avec nous. S'il revient parmi nous, bien, j'espère en être informé. Alors, notre dernier intervenant dans cette discussion, cette table ronde, monsieur Mohamed Smani, qui est directeur de l'association Recherche et Développement, membre du conseil d'administration du CERFOS depuis 1997 et du Centre national de recherche scientifique et technique, membre de l'Académie Hassan II des sciences et de technologie, membre de l'Académie française des technologies. Et donc, nous ne sommes que de petites entreprises et nous ne sommes que de petits entrepreneurs ici. Et donc, je voudrais savoir si dans le cadre de l'institution à laquelle que vous dirigez, quelle est la place de la petite et moyenne entreprise, quel rôle vous jouez en faveur de la petite et moyenne entreprise et bien sûr votre vision sur les différentes interventions que nous avons entendues. Merci, c'est Thazé pour questionnement auquel je vais essayer de répondre. Merci à vous. Merci à vous pour votre présence. Mais préalablement, je voudrais vraiment, sincèrement, présenter mes félicitations au MODEM et à l'école Hassan Ali au public pour avoir instauré cette habitude d'organiser depuis 2 ans maintenant cette semaine mondiale de l'entrepreneuriat. Et je voudrais, avant de continuer, dire que si le monde entier organise pendant cette même période la semaine mondiale, la semaine de l'entrepreneuriat, aujourd'hui c'est plusieurs dizaines de pays qui l'organisent, c'est que le problème de l'entrepreneuriat est un vrai problème pour toutes les nations et pas uniquement pour le Maroc, avec sa spécificité bien sûr. Donc c'est pour ça que l'ayant instauré au Maroc pour un débat organisé, structuré et un rendez-vous annuel systématique, je voudrais vraiment féliciter le MODEM pour cette initiative. L'entrepreneuriat ne peut pas se faire s'il n'y a pas d'entrepreneur. Et c'est l'élément clé aujourd'hui. Même au niveau de l'entrepreneuriat au Maroc, les choses ont beaucoup évolué depuis les 20 dernières années ou les 30 dernières années. Les chercheurs qui étudient les problématiques de l'entrepreneuriat ont beaucoup travaillé là-dessus, ont beaucoup de choses dont nous pourrons nous inspirer pour éventuellement essayer de construire quelque chose de spécifique pour notre pays. Je me souviens qu'il y a une vingtaine d'années, nous sommes, un peu moins quand même, nous sommes allés avec le directeur général du CERI de Casablanca, les centres régionaux d'investissement venaient d'être mis en place. Et Monsieur Belfdil? Non, non. Avant. Ah, avant Hamid. Avant Hamid, d'accord. Mouad Jamel. Mouad Jamel, Allah yahdi. Voilà, jamais. Mouad Jamel. Nous sommes allés avec Mouad Jamel, la fédération de la PME, la Fondation Banque Populaire, et toute une délégation. Et nous avons demandé au président de l'université de nous réunir tous les lauréats de l'université Hassan II, Casablanca, et au mois de juin, avant qu'ils ne partent en congé. Et nous les avons réunis dans le grand amphi de l'EST de Casablanca. Il était à peu près 500. L'amphi était plein. Et donc, on s'est mis à la tribune et on a commencé à leur chanter la chanson. Il faut créer des entreprises, il faut machin, il faut. Bref. Et ils nous ont bien écoutés, sagement. Et au début, Mouad Jamel a posé la question à la salle, qui veut être entrepreneur? Qui veut créer son entreprise? Il y avait une main qui s'est levée et c'était un étudiant sénégalais qui faisait ses études au Maroc. Aucune autre main. Donc, bon, ben, on a du travail à faire.
On n'a pas évolué depuis. Ah oui, mais bien sûr, mais c'est pour ça que je rappelle un peu alors, quand on avait fini nos speeches, etc., la première question qui a été posée, pertinente, elle nous a dit, mais pourquoi vous venez nous dire qu'il faut qu'on crée nos entreprises? Je ne comprends pas. Pourquoi vous venez, vous, nous dire créer vos entreprises? Alors, ben, effectivement, la question est une bonne question. à sa C'est une place. bonne question. Créez-les-vous-même. Bonne question. Alors moi, Al-Jamia a dit, écoutez, comme c'est lui qui était le promoteur disons, de cette initiative, il a dit, bon, ben écoutez, moi, l'État me paye pour que j'aide les entrepreneurs à créer leurs entreprises, etc. C'est pour ça que je viens et toutes les personnes que vous voyez autour sont venues m'aider parce que le problème est tellement difficile qu'ils sont venus m'aider. Donc voilà notre mission. Et à la fin de la réunion, on a posé la question. Alors, au fur et à mesure, d'ailleurs, mon fils s'est vidé petit à petit. D'accord ? Donc 500 au départ, et à la fin, il y avait une centaine de personnes qui étaient restées. Et on a posé la question, qui veut maintenant prendre son entreprise après avoir expliqué, après avoir discouru, après avoir, etc. Mais il y a quand même une dizaine de mains qui se sont levées. Aujourd'hui, je dis que le Maroc a énormément évolué. Énormément évolué parce que, en l'absence de stratégie nationale, parce que je dis bien en l'absence de stratégie nationale pour promouvoir la PME, promouvoir l'entreprise, promouvoir l'emploi, que notre économie est pilotée à vue, n'est pas pilotée de façon stratégique. Donc, il y a des initiatives multiples qui sont prises aujourd'hui à travers, je parle des secteurs que je connais, à travers nos universités. Il n'y a pas aujourd'hui une université ou une faculté qui n'enseigne pas l'entrepreneuriat, qui ne se mêle pas de l'entrepreneuriat. Alors qu'il y a une quinzaine, une vingtaine d'années, c'était quelque chose absolument inexistant. Il y avait peut-être l'entrepreneuriat à l'SKE, mais sans plus. Mais sans plus. Alors qu'aujourd'hui, dans toutes les universités, toutes les facultés, toutes les écoles, il y a des enseignements d'entrepreneuriat, on accompagne les entrepreneurs, on essaie de créer des entreprises, il y a une agitation, il y a toute une agitation autour de l'entrepreneuriat. Alors, mais ceci ne suffit pas, parce que si on veut, parce que l'entrepreneuriat, c'est comme tout, hein, l'organisation, il faut un écosystème. Et il faut un écosystème nécessaire pour que des gens ordinaires puissent faire des choses extraordinaires. C'est ça qui manque. Parce qu'il faut qu'on s'adresse aux gens ordinaires. Tant qu'on ne s'adresse pas aux gens ordinaires, en mettant en place un écosystème qui permet à ces gens ordinaires de faire des choses vraiment extraordinaires, nous n'avancerons pas. Les Américains, quand ils ont voulu promouvoir l'entrepreneuriat, ils ont créé, en 1980, ils ont créé le Small Business Act. C'est clair. Après, ils se sont rendus compte que la PME avait besoin d'innovation, avait besoin de, etc. Avant les concepts d'agilité, etc. Ils ont tout compris à ce moment-là. Ils ont créé le Small Business Innovation Act pour que les PME, effectivement, travaillent sur l'innovation. Donc, c'est ça. Donc, on ne peut pas développer, si on ne peut pas développer des stratégies, si on ne met pas derrière des moteurs qui fonctionnent. Je dis bien des moteurs qui fonctionnent. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qui fait peur au niveau, qu'est-ce qui bloque? Bon, vous connaissez tous, disons, le cycle de l'entreprise et les différentes phases par lesquelles doit passer un entrepreneur pour créer son entreprise. Et l'idée, d'abord avoir l'idée. Pour avoir l'idée, il faut avoir l'information, il faut avoir la formation, il faut avoir tout un ensemble d'éléments. Il y a des méthodes pour avoir des idées. Il faut observer son environnement, observer son machin, identifier les besoins, où peuvent être les besoins, quelles réponses, à quels besoins je vais répondre. C'est des questionnements importants. Et puis, une fois que j'ai fait ça, il faut que je concrétise ça en créant quelque chose, en créant une entité sur laquelle je vais travailler. J'aurai besoin d'un peu de capital, j'aurai besoin d'un peu de truc, mais c'est là où on trouve la première vallée de la mort, à laquelle on n'a pas de réponse.
on n'a absolument pas de réponse. Quelqu'un qui a une idée, machin, et qui n'a pas des moyens, et qui veut développer, qui veut aller un peu plus loin, bon, personne, bon, à part les amis, à part peut-être la famille, si la personne est engagée, ben, il ne peut pas passer à l'étape suivante pour pouvoir. A été allé, là. Donc, cette première vallée de la mort bloque toutes les idées. On peut avoir plein d'idées, plein de trucs. Un banquier, Sigraoui a bien parlé tout à l'heure d'un fonds d'investissement participatif. Oui, ça peut être une réponse. Alors, mais une fois qu'on a créé, eh ben, on a besoin de se développer, on a besoin de ressources humaines, on a besoin et là, c'est la deuxième vallée de la mort, où on trouve claires, précises pour accompagner tous ces entrepreneurs dans ces différentes étapes, ces différents moments difficiles. Ce n'est pas la banque, ce n'est pas la banque classique qui va faire le travail. C'est une structuration, l'ensemble de la réponse par une stratégie gouvernementale qui souhaite créer effectivement en arrière et la création. Je vais vous donner juste un exemple. On a depuis 20 ans ou depuis 25 ans, nous avons essayé de lancer des incubateurs. Et le premier incubateur qu'on a essayé de lancer, c'était avec des Canadiens pour essayer à partir d'une étude qu'on avait effectuée sur les travaux de recherche qui, à l'époque, étaient faits par les quelques universités qui existaient il y a 20 ans, il y avait des choses intéressantes qui pouvaient donner lieu à la création d'entreprises. Et on a confié à un universitaire le soin d'aller faire une enquête auprès des labos. Et on s'est dit, ben, on a matière à faire quelque chose. On va y aller. On a eu énormément de difficultés en 30 ans. On a pu peut-être accompagner une dizaine ou une quinzaine de startups, ou même pas de startups, non, ne les appelons pas startups, de PME, ou de petites entreprises. Il a suffi en 2017, il a suffi en 2017 que la Caisse centrale de garantie mette en place le fonds Innovinvest pour apporter un soutien, des prêts d'honneur à des entrepreneurs pour que le nombre de petites entreprises créées et que nous avons créées au niveau de RD Maroc, je parle uniquement au niveau de l'association RD Maroc, et encore, on nous a limité au niveau du nombre d'entreprises à créer, parce que le budget ne permettait pas de faire face à un fonds. On a créé 30 startups en moins de 3 ans. 30, 10 par an, systématiquement, 10 par an. Donc, vous mettez un moteur, c'est sûr qu'effectivement, ça. Mais si vous ne mettez pas le moteur, si vous continuez à chanter tout un ensemble de choses, à faire des stratégies que vous mettez ensuite dans les tiroirs. On a fait le livre blanc avec, effectivement, Céline Helemi, je me souviens, on avait travaillé avec beaucoup d'enthousiasme pour essayer de faire quelque chose au niveau de la PME à l'époque. Bon, le livre blanc, il est dans un tiroir. Bon, on a effacé, on a fait autre chose. Alors, il y a maintenant cette initiative, cette importante initiative Intilaka, bon, elle a été est un engagement fort, un engagement très fort du gouvernement marocain, bon, mais qui est bloqué par le Covid, et on n'en voit pas encore aujourd'hui un petit peu la couleur. Alors, ce que je voulais dire, la PME, la PME, c'est fondamental. Tous les pays du monde cherchent à favoriser la création de PME. L'innovation à laquelle les entreprises doivent faire face obligatoirement aujourd'hui, et surtout le fait des PME, c'est celles qui sont les plus agiles, qui peuvent. D'ailleurs, l'expérience du Covid
qu'est-ce qu'elle a montré, l'expérience du Covid? Elle a montré que les PME, PMI peuvent changer complètement de business model en l'espace de 24 heures. Chose que les grandes entreprises sont totalement incapables de faire. Donc, la PME-PMI s'adapte, la PME-PMI innove, la PME-PMI est capable de créer de l'emploi. C'est elle qui crée de l'emploi, pas la grande entreprise qui crée de l'emploi. Et donc, elle a toutes les vertus nécessaires pour répondre. Ah, monsieur. Donc je dirais que la PME-PMI doit être au cœur des préoccupations du gouvernement et de notre gouvernement. Et ce qu'il faut espérer, c'est que à l'occasion du nouveau modèle de développement économique et social que le Maroc est en train d'essayer de mettre en place, et dont on va connaître un petit peu les tenants et les aboutissants d'ici la fin de l'année, que la PME-PMI soit vraiment au cœur de ce modèle de développement économique et social, de la PME-PMI, avec des instruments de financement, des instruments d'accompagnement, et une PME-PMI qui permet aussi d'attirer les ressources humaines, d'attirer les talents que nous perdons chaque année et qui partent à l'étranger, qui sont une occasion importante et intéressante, effectivement, de créer de la richesse dans ce pays. Voilà. Merci pour votre présentation. J'ai quelques questions à vous poser. Ce n'est pas la première fois que j'entends dire il n'y a pas de stratégie pour la promotion de l'auto-entrepreneuriat ou de la toute petite et moyenne entreprise. Pourtant, on a vu régulièrement, au Maroc en tout cas, naître différents outils et des institutions, et la NPME, et tel programme, et tel autre programme. Et il y a eu les entrepreneurs au départ à qui on confiait 1 million de dirhams de financement. Ensuite, voilà, il y a eu différents programmes. Et lorsque vous parlez de stratégie, est-ce que ces éléments ne sont pas des éléments constitutifs d'une stratégie? Vous pensez plus à un plan, comme il y a eu le plan Maroc vert, comme il y a eu le plan émergence, comme il y a eu… Qu'est-ce que vous voulez dire par stratégie et qu'est-ce que ça engloberait? Oui, alors très rapidement, je dirais des stratégies dans tous les domaines, on en a. Mais il ne suffit pas d'écrire une stratégie. Il faut la déployer sur le terrain avec les outils nécessaires. Évaluer et l'évaluer, rectifier le tir, réévaluer, rectifier le tir, etc. C'est ça dans la continuité. Voilà. Donc, tous les intervenants ont parlé de quelque chose d'important, la capitalisation. Il n'y a pas de capitalisation. Bon, on fait une stratégie, on ne la déploie pas correctement, on la déploie, et à un moment donné, on l'abandonne totalement. Et quand on veut refaire quelque chose, eh bien, on efface tout et on recommence, et ainsi de suite. Donc, on est en éternel recommencement. Et ceci, on le voit dans tous les domaines. C'est très bien. D'ailleurs, beaucoup de gens disent que les Marocains sont très forts en stratégie, extraordinairement forts en stratégie. Maintenant, ce qui nous manque, c'est le déploiement. Et le déploiement, il exige quoi? Il exige de la discipline, il exige de mettre des moteurs pour que tout fonctionne, il exige de l'évaluation systématique et des correctifs et des corrections. Donc, c'est ça, nous ne pourrons pas sortir de ce dilemme, de mettre au point des stratégies. Alors, on espère que Intelaka, qui a démarré de façon très forte, et qui a été malheureusement bloquée par le Covid, va redémarrer avec autant de force, parce que Intelaka comporte effectivement beaucoup d'instruments, de l'évaluation, des rectifications de tir, etc., etc. Et je pense que peut-être que ce dispositif, si elle a la chance de pouvoir sortir avec le Covid, peut être une chance effectivement. Merci. Monsieur Ksel, Monsieur Kalim Tazi n'est pas des nôtres. S'il est là, je serais heureux de l'interroger et avoir son avis aussi. Maintenant,
On parle bien sûr de Sa Majesté a lancé la réflexion par rapport à un nouveau modèle économique plus inclusif. Est-ce que quelque chose a transpiré de ce travail? Est-ce que nous sommes informés? Vous avez été consulté? Où c'est qu'on en est? Professeur Ksel. Alors, la question est pour qui? Je posais la question à M. Ksel, mais s'il vous plaît, si vous avez des éléments Alors, de réponse, je suis intéressé. Pour ce qui nous concerne, le volet innovation, le volet recherche et innovation est parfaitement bien pris en considération par la Commission. Et le volet start-up. Le volet effectivement start-up. La Commission s'est beaucoup intéressée a fait beaucoup de benchmarks d'ailleurs avec un certain nombre de pays qui ont mis en place des dispositions et des dispositifs pour encourager la PME à innover essentiellement. Il s'inspire plus particulièrement du modèle malaisien qui correspond au niveau sur le plan culturel un petit peu à l'esprit marocain. Bien sûr, un certain nombre de modèles danois aussi ont été pris en considération pour regarder un peu ce qu'ils font au niveau des bonnes pratiques. Mais le volet innovation et R&D au niveau de la PME-PMI a été parfaitement bien pris en considération par la Commission. Alors, pareil, si je peux me permettre. Oui, je vous en prie. La Commission a été très attentive à la place future de l'écosystème national de la concurrence dans le nouveau modèle donc, de développement, pour les raisons que j'ai expliquées tout à l'heure, parce qu'il y a une conviction généralisée au niveau de la Commission que les grands enjeux économiques demain seront aussi et plus particulièrement des enjeux économiques, au sens où, au cœur des défis qui seront lancés à notre pays et au nouveau contrat social auquel a appelé Sa Majesté le Roi et qui sera en fait la quintessence, qui donnera un sens à ce nouveau modèle, c'est la capacité de notre pays à mobiliser le génie national, l'intelligence des acteurs et des forces vives de notre pays pour produire des richesses nouvelles nécessaires à la fois pour financer la croissance et la solidarité sociale. Et je crois que au cœur de cette dynamique nécessaire de création de ressources nouvelles, dans un contexte donc de raréfaction des ressources et de l'incapacité objective ou des limites objectives de continuer à s'endetter et aux limites aussi de la pression fiscale, quelles que soient les marges qui nous restent encore dans notre pays, eh ben, seule la création donc, de richesses nouvelles est à même de rendre possible. Et c'est justement grâce à un véritable écosystème national de concurrence, comme a dit Ksel, qui permet la liberté d'entreprendre, qui consacre l'égalité de tous, producteurs, entreprises comme consommateurs devant l'acte économique, qui va libérer les énergies de l'économie et de la société et justement permettre à toutes celles et ceux parmi les Marocaines et les Marocains qui ont envie justement d'entreprendre, de prendre des risques, d'innover et donc de contribuer à la création de la richesse et en être les bénéficiaires directs, peuvent le faire sans barrière, sans contrainte. Et c'est ça le sens aussi noble et politique et stratégique de la concurrence. Moi, j'ajouterais quelque chose ce que tu viens de dire. Je vous en prie, professeur. On a un gros problème aussi dans notre pays, c'est la protection des marques. La protection, on n'est pas protégé. On n'a pas. Moi, j'ai un problème. J'ai développé une marque nationale qui s'appelle Germello, pour ne pas le dire. Et on a un phénomène d'imitation terrible. Et on n'a pas de recours, comme je disais tout à l'heure. Donc, je ne sais pas si ça peut rentrer demain dans le champ du Conseil de la concurrence, que je salue le travail extraordinaire qu'il fait Sidi Ghraoui, sincèrement. Je ne citerai pas, mais il fait un travail colossal et très important de remodeler complètement le champ concurrentiel de notre pays. J'espère
il a touché un secteur, il touchera, il nous a dit tout à l'heure, il va vers l'égalité de chance pour l'accès au financement. C'est vraiment ce que j'appelle des réformes structurelles qui peuvent donner confiance aux jeunes pour qu'ils puissent entreprendre. Mais la protection, aujourd'hui, on n'est pas protégé. Regardez les Turcs aujourd'hui, qui ont envahi le marché marocain, ils ont développé plus de 3000 marques qui sont présentes en Afrique, dans le monde arabe et ailleurs. Dites-nous aujourd'hui quelles sont les marques marocaines qu'on peut aujourd'hui être fiers sur le marché international et tout ça. Nous travaillons toujours sur la sous-traitance pour les marques étrangères. Mais aujourd'hui, l'une aussi des conditions de l'innovation et du développement, comme disait tout à l'heure mon ami Sylvain, c'est de développer des marques. Quand on développe des marques, c'est des entrepreneurs. C'est des vrais entrepreneurs. Et quand on développe des marques, c'est toute une chaîne qui est derrière. De l'innovation, de la recherche-développement, de la créativité, de design. Toute une chaîne qui travaille derrière. Moi, j'ai une petite marque, des micro-franchises, mais je fais recours à des jeunes qui me font les sites web, qui me travaillent sur les réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, il faut protéger les marques marocaines. Il faut qu'on cesse d'imiter. Aujourd'hui, je fais sortir un produit, je dépose un modèle au niveau de l'Empire, le lendemain, il sort. Je fais recours, je dois attendre, ça coûte trop cher de faire recours. Je dois attendre 10 ans pour que j'ai recours. Tout ça. Et c'est ça le vrai challenge de demain. Et c'est ça ce que je disais tout à l'heure, et je rejoins Céline Sadraoui, pour la liberté d'entreprendre, c'est la liberté de choisir. Je choisis le lieu où je dois investir. Je choisis l'idée que je dois investir. Je choisis, et c'est ça la liberté de choisir. Tant qu'on n'a pas cette liberté et on a peur à tous les côtés, on vit comme des tortues dans notre coquille. Peut-être on vit longtemps, mais on vit mal, très mal. On vit très mal comme chef d'entreprise. Moi, c'est un cas, j'ai réussi parce que j'ai construit, peut-être j'ai la chance d'avoir un réseau, d'avoir un truc et tout ça. Et c'est ça, mais je ne représente rien, moi, par rapport à des milliers de jeunes que je rencontre. Donc, le travail le Conseil de la concurrence, il est fondamental pour un nouveau modèle de développement, un nouveau contrat social, une lutte contre l'économie de rente, une lutte contre les privilèges, une lutte contre le clientélisme. Si on n'a pas un Conseil de la concurrence fort, capable de taper, d'aller jusqu'au bout dans ses idées, vous m'entendez, c'est des oui, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je dis jusqu'au bout. C'est ce qu'on essaie. Vous avez le courage. Je sais que vous avez le courage. Je vous connais très bien. Et on a la chance d'avoir un monsieur comme toi à la tête de ce conseil. Et c'est ma doléance pour toi. C'est revoir aussi cette question de protection. Protégez-nous. Il faut qu'on soit protégé. Moi, je vous donne un exemple. Je finance moi-même le développement. Je vais à le patron des autoroutes du Maroc. Il a autorisé des marques internationales à s'installer sur les autoroutes. Je demande d'installer, je prends en charge moi-même avec mon argent, installer la marque marocaine sur les autoroutes. Je donne, louez-moi comme vous louez les gens. Donnez-moi les mêmes avantages que vous donnez à McDonald's, à Paul. Pourquoi eux et pas moi? Moi, j'ai 170 produits aujourd'hui de terroir. J'ai développé un concept qui s'appelle un produit, un village, à la recherche des graines, à la recherche des plantes partout, et je mixe et je développe. Pourquoi ils ne m'aident pas, moi, à aller sur les autoroutes du Maroc pour pouvoir développer moi aussi une enseigne marocaine comme ils sont les étrangers? Je ne demande rien, je ne demande ni argent, ni gratuité, ni soutien. Je demande qu'il me donne un espace qu'il me le donne. Je suis parti le voir 3 fois. 3 fois. Il me reçoit, il me dit, oui, on te connaît, on va faire. Rien. Jusqu'à maintenant, rien. Et voilà le problème de développement des marques. Donnez-moi la même chance. Je ne veux rien. Ni soutien, ni assistanat, ni rien. Je me cache, je suis un chef d'entreprise. Soit je gagne, soit je perds mon argent, il n'y a pas de problème. Mais donnez-moi la chance d'accéder à tout comme tout le monde. Et je vous remercie. Merci. Alors, monsieur professeur Ananou, est-ce que professeur Ananou est avec nous? J'aimerais avoir son point de vue, s'il est encore avec nous. Je suis là. Professeur. Voilà, on a entendu de nombreux témoignages qui abordent différentes questions. Je suis sûr que vous connaissez parfaitement, non seulement parce que vous avez enseigné au Maroc, en Algérie, mais parce que les entrepreneurs vivent, j'imagine, le même type de problème à différents degrés, un peu partout à travers le monde, bien que la petite entreprise représente à travers le monde 95% du tissu industriel, elle est toujours
elle est toujours malheureusement la moins bien servie. Quel est votre point de vue sur toutes ces sujets? Monsieur Taji, moi, je voudrais juste votre permission et la permission de mes honorables invités, si je peux quitter. Merci d'avoir été avec nous. En saluant tout le monde et en renouvelant les remerciements au MODEM. Merci, on vous enverra les enregistrements de la suite. Merci d'avoir été avec nous. Allez, bonne soirée. Hein. À bientôt. Excusez-moi, professeur. Un gros séminaire demain que j'organise. Je vous appelle et ça fera plaisir à Sexal. Nous sommes en train de mettre en place le baromètre national de la concurrence. Et demain, nous pour une dernière réunion, le comité de suivi qui va élaborer, et c'est une première dans le monde, pas uniquement. Magnifique. Merci, félicitations. Bon courage. Bon courage. Merci, à bientôt. À bientôt. À bientôt. Professeur Ananou, je m'excuse, allez-y. Alors, pas de problème, monsieur Tassi. Effectivement, comme vous le mentionniez, dans tous les pays, c'est 95% à peu près de la structure économique. Plusieurs ont dit, même souvent, ce sont les créateurs d'emplois. Ce sont souvent de petites entreprises qui sont les plus innovantes. Hein, quand vous pensez que Facebook avait sûrement les moyens, avec ses ingénieurs, de penser à un projet comme Instagram, et après 1 an de naissance d'Instagram, ils ont vendu ça 1 milliard à Facebook. On peut se poser la question, comment ça se fait que ces grosses entreprises n'ont pas pensé, et ça pourrait être pareil pour WhatsApp ou d'autres applications dans ce domaine-là. Donc, c'est vrai que les PME, on est essentiel. Alors, souvent, on se plaint de beaucoup de choses parce qu'on est petit, on a l'habitude de se plaindre. Et regardez, aujourd'hui, on s'est tous un peu plaints qu'on ne nous fait pas ci, qu'on ne nous donne pas ça, qu'on ne peut pas nous donner des panneaux sur les autoroutes. Quoi. Ben oui, c'est la vie. C'est des lieux. Ou des lieux, pardon. Mais par contre, on est toujours là. Hein, on est résilient, on arrive à survivre. Et il faut semer en amont. Dans le sens, tout à l'heure, je vais poser la question à M. Casal. À l'université, d'après moi, c'est déjà presque trop tard pour changer nos étudiants. S'ils sont à l'université, ils sont déjà dans des sillons, sur des rails. Je vais avoir un diplôme, ça va me permettre d'avoir un emploi et tout, c'est trop tard. Fait qu'à un moment, je me suis aperçu au Québec qu'on est très, très, très bon là-dedans. Dès le primaire, on commence déjà à avoir des activités. On ne parle pas d'entrepreneuriat, naturellement, pour ne pas effrayer les enfants. Mais on leur fait faire des petites activités, de projets ou quoi que ce soit. Et c'est là qu'il faut commencer. Ça, alors vous allez me dire, ce n'est pas pour du court terme, ça ne va pas nous régler le problème de la Covid. Mais c'est qu'il faut déjà semer. Vous savez, il y a un proverbe africain qui dit « plante un gland de chêne aujourd'hui pour que tes petits-enfants puissent être à l'ombre plus tard dans 50 ans. » Donc, il faut travailler. Et j'ai, à titre d'exemple, personnellement, créé un moment quelque chose qui s'est appelé folie entrepreneuriale. Je prenais des jeunes de 14-15 ans pendant 15 jours et je leur faisais découvrir ce que c'était entreprendre en visitant et en faisant témoigner des entrepreneurs. Je leur faisais découvrir d'abord des secteurs économiques de cette façon-là, parce qu'à 14-15 ans, vous ne savez même pas ce que vous allez faire dans la vie. Et je leur mentionnais, je dis, regardez, moi, après ce 15 jours, j'essaye de changer votre vie. Peu importe le métier que vous allez faire, peu importe la formation universitaire que vous allez faire, vous allez le faire dans un esprit entrepreneurial. Et c'est ce qu'on appelle un peu même l'intrapreneuriat. Moi, je dis toujours, j'ai rien contre des gens qui sont salariés même à la limite. Mais s'ils ont un esprit entrepreneur, donc ils vont devenir des intrapreneurs dans les entreprises. Et ils vont stimuler leurs enfants. Le problème, je vais vous le dire, j'enseigne à la Martinique. À un moment, moi, j'enseigne un cours d'entrepreneurship à Martinique à des universitaires. J'ai les parents qui m'appellent et qui me disent « Mais monsieur Ananou, vous êtes un subversif. Vous êtes en train de mettre dans la tête de mes enfants qu'ils pourraient être entrepreneurs un jour alors que moi, je leur paye des études pour qu'ils aient un emploi. » Je dis « Oui, mais madame, qu'est-ce que vous voulez? Moi, j'enseigne l'entrepreneuriat, je n'enseigne pas la fonction publique. » Il dit « Oui, mais nous, on veut qu'ils aient un diplôme universitaire pour faire les concours. » Et je dis « Bah oui, mais madame, ça, c'était à votre époque. Parce qu'il y en aura peut-être moins d'emplois au niveau du gouvernement. Et il faut se créer son emploi. » Et je dis « Moi, je suis là pour ça, pour leur enseigner ça. Maintenant, si vous me cassez cet élan, mais vous me faites plaisir. Si votre fille vous a dit qu'elle voulait peut-être entrepreneur, c'est que j'ai planté la petite graine en elle et peut-être qu'elle va pousser. Mais si vous lui mettez 6 mètres de béton au-dessus de la graine, ça ne poussera jamais. Alors, arrosez la graine plutôt.
dis-tu, tu vas être plus autonome. Et les jeunes, qu'ils soient marocains, français, québécois, canadiens, américains, ils veulent avoir les mains sur le volant de leur vie, de plus en plus. Ils ne veulent plus comme nous, là, les plus vieux, où éventuellement on disait, bon, pendant 35 ans, on va travailler, on aura notre retraite et tout. C'est fini. Les jeunes voient du plus court terme, être sur des projets à plus court terme, comme je me répète, avoir les mains sur le volant de leur vie. Mais c'est vrai que si l'environnement familial, culturel, tue cette petite graine, ben c'est sûr qu'elle va avoir du mal à pousser. Alors, c'est ce que je vous expliquerai peut-être demain. Il y a 3 types de graines pour moi. Merci, merci, merci. Et on n'est pas vieux, hein. Tant qu'on a envie d'entreprendre, on est jeune. Je suis désolé. On est des anciens jeunes. Je dois être le plus vieux. Je dois être le plus vieux parmi vous. Vous en faites pas. Alors, je vois qu'il y a parmi nous, si Ozine, c'est Adnan, juste si vous voulez, comme témoin, vous êtes là, je vous vois attentif depuis tout à l'heure, quelques mots de votre part sur ce sujet-là, s'il vous plaît. On va profiter de votre présence. Alors voilà, moi je suis un fonctionnaire avant tout. Néanmoins, j'ai travaillé un peu dans le privé. Donc j'ai travaillé dans une grande boîte, c'était la Comanave dans le temps, puis après qui n'a pas succombé à la concurrence internationale, donc il est tombé en faillite. Après, je suis fonctionnaire dans le ministère des Finances. Donc j'ai été inspecteur des impôts. Et j'ai courtoyé tout au cours de ma carrière ces jeunes entrepreneurs, ceux qui réussissent, ceux qui échouent. Mais je souhaite qu'on mette le point sur les dispositions fiscales. Il y a bien évidemment la loi de finances de 2015, 2016, 2017 où plusieurs dispositions ont été insérées. On peut recruter des gens, leur donner un salaire de 10 000 dirhams, qu'on soit dans une coopérative ou bien dans une association, et même dans les startups. Et ça, il faut le prévaloir. C'est un acquis qu'on met pour nous, mais qu'on ne voit pas souvent pratiquer. Alors, je ne me rappelle pas du nom. Le monsieur a parlé tout à l'heure des business angels. J'ai assisté à plusieurs séminaires des business angels. Mais ça, c'est encore un chantier fertile qu'il faut aussi appuyer, soit via les associations, soit via les séminaires comme vous faites là actuellement, pour correspondre le ministère de l'économie et des finances afin de déployer ces dispositions. Donc, il y a plusieurs dispositions qu'on puisse mettre en œuvre. Je ne peux pas me vendre des mérites que je n'ai pas, mais toutes les recommandations qui ont été dites tout au long de cette conférence, depuis le début, doivent être tenues en ligne de compte et j'invite à correspondre toutes les parties prenantes à prendre en charge ces recommandations. Merci, merci. J'ai une petite question à vous poser. Merci pour votre témoignage. Puisque vous êtes passé par l'inspection des finances, est-ce qu'il ne doit pas y avoir beaucoup plus de justice fiscale envers cette petite entreprise? Parce que je paye plus d'impôts proportionnellement que certaines très grandes entreprises. Les salariés payent plus d'impôts que les entreprises, que les grandes entreprises. Comment est-ce qu'on peut réfléchir à un système fiscal? Juste quelques mots. Et est-ce que justement, M. Ksel parle pratiquement de concurrence déloyale en disant on ne profite pas des mêmes avantages que les grandes entreprises, on n'a pas accès au même marché, on n'a pas accès aux mêmes avantages. Comment, au niveau fiscal, on peut régler ça? Alors, quelqu'un vous a censuré. Je crois que vous n'allez pas pouvoir répondre. Est-ce qu'on peut avoir un micro, s'il vous plaît? Un micro pour M. Ouzine. Et on reviendra. Alors, on va faire une chose. Je vais demander à Mme Miliani, en attendant qu'il vous débloque votre micro. Ah, voilà. C'est déjà vous avez le micro. Alors, tout d'abord, je ne peux pas parler au nom du ministère des Finances. C'est très important. M. Graoui l'a dit tout à l'heure. Je suis maintenant rapporteur au Conseil. Néanmoins, je souhaite réitérer des propos qui ont été faits lors des assises fiscales. Oui, donc, les troisième assises fiscales du Maroc ont dévoilé un bilan alarmant. Et même la CGM a appuyé ce point. Si on essaie de voir la tranche d'entreprises qui paye l'IS, on va se rendre compte que notre tissu marocain est vraiment très faible. On a tendance à se plaindre et à dire que c'est les plus faibles qui payent le plus et que bien évidemment que vous avez soulevé l'impôt sur le revenu
c'est beaucoup plus les salariés qui payent, etc., etc. Ce sont des faits qu'on ne peut pas nier, qui sont là devant nous. Néanmoins, pour parler d'une justice fiscale, il faut que la loi de finances soit encore plus détaillée. Année par année, on détecte le besoin, on cible les secteurs qu'on veut développer et que cette loi de finances soit un débat national où toutes les parties, même le citoyen, aussi petit qu'il soit, un auto-entrepreneur ou je ne sais pas moi, une personne physique, doit être au courant des mesures fiscales et doit pouvoir participer à ce débat. Tant que ce débat est restreint à une élite, si j'ose dire, ou à des parlementaires qui participent même dans le Parlement, on ne pourra pas avancer. Donc, revenons à votre sujet, à votre question de justice. Il faut qu'il y ait d'abord le débat, il faut qu'il y ait une sensibilisation. Et même cette conférence, je l'insère dans cette sensibilisation au vrai sens du terme. Et on espérait que nos représentants au Parlement soient en train de faire ce travail, mais apparemment, ce n'est pas tout à fait ce qui se fait. Merci. Exact. D'accord. Alors, je vais demander à Mme Meliani si elle veut bien. Nous, peut-être, on va bientôt conclure. Simplement qu'elle voit s'il y a peut-être des recommandations ou des questions qu'elle a jugées importantes à poser à nos invités, parmi les questions posées par nos auditeurs. Alors oui, M. Tiazi, il y avait 2 questions. Donc, il y avait plusieurs questions, mais j'ai pris ceux en relation avec notre thème. La première question, c'est qu'il y a bien des programmes initiés par l'État pour les TPME, mais existe-t-il réellement des outils de suivi, je cite, des indicateurs pour voir l'atteinte des objectifs si ceux-ci ont été tracés au début? Merci, très intéressant. Donc oui, il y a eu des programmes, oui, il y a eu des outils, mais est-ce qu'il y a une mesure et est-ce qu'on peut évaluer la pertinence et l'efficacité de ces programmes? Je vous en prie. OK, deuxième question. Quels sont les besoins réels des TPE pour dépasser la crise et est-ce que les mécanismes de relance actuels répondent-ils à ces besoins? Les mécanismes de relance post-Covid, est-ce qu'ils répondent vraiment aux besoins des TPE? Merci beaucoup. Eh bien, je vous en prie, nos invités, ceux qui souhaitent apporter un élément de réponse. Premièrement, M. Smani, peut-être, et après j'interrogerai d'autres, programmes initiés ou d'autres intervenants, je vous en prie. Les programmes initiés, on en a vu plusieurs. Est-ce qu'ils sont évalués par qui, comment et quels sont les résultats des évaluations? Quelqu'un souhaite répondre? Oui, bien sûr. Moi, je peux répondre à cette. Je vous en prie, Sixel. Professeur, allez-y. Oui, ça, c'est la vraie question. C'est une très bonne question. Et depuis 1989, avec le lancement du Crédit Jeune Entrepreneur, en passant par Mokawalati, en passant par Mubadara, Bantelaqa aujourd'hui et tout ça, le gros problème chez nous, c'est qu'on n'évalue jamais. Si on n'a pas dans notre culture évalué, on n'évalue rien. C'est-à-dire qu'on lance des programmes et on les lance parce qu'il fallait les lancer. Il y avait une crise, un effet de demande, résoudre. Parce que l'obsession de tous les gouvernements chez nous, c'est l'emploi, pas la création de la richesse. C'est l'emploi. L'emploi, l'emploi, l'emploi. Pas la création de la richesse, pas la qualité de la création. C'est ça ce que je veux dire. Donc, ils croient qu'en décrétant un programme comme Mokawalati ou comme Jeune Entrepreneur, on peut résoudre le problème. Or, on tombe dans un autre problème. C'est qu'on consomme de l'argent qui n'a pas servi à créer de la richesse, pouvait être créé. On se retrouve avec des difficultés, des personnes qui font faillite et parfois il y a la contrainte physique, qui vont aller en prison, on fait comme ça. Et on n'évalue pas du tout, on va dire, oh, on s'est trompé, venez ces gens-là, on va mettre ceux qui ont échoué, ceux qui ont réussi, on les met en face et on dit pourquoi vous avez réussi, pourquoi vous avez échoué, et tracer une nouvelle feuille de route et profiter des expériences accumulées. Et on lance un nouveau Mokawalati. On s'est rendu compte que ça ne marche pas. Et après, on a annoncé aujourd'hui Ntelaqa. Ntelaqa, au début, il y avait un peu d'agitation. Aujourd'hui, on l'a oublié complètement avec le Covid, avant que c'est là le Covid. Moi, je crois que le problème, ce n'est pas un problème de faire des programmes, de donner des programmes. Moi, je le dis et je répète, donnez-nous un environnement transparent, prospère, où tout le monde a la liberté de choisir, où on a accès au marché,
On n'a pas de discrimination qui se fait autant et laissez les jeunes travailler. Laissez-les travailler, ne leur donnez rien. Ce qu'il faut leur donner, c'est la liberté et le droit de recours et la protection. Voilà. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, il y a d'autres interventions sur cette question. Mesure, on sait, il n'y a pas de qualité sans mesure. Et on ne peut pas s'améliorer si on ne mesure pas. S'il n'y a pas d'autres réactions, on passe à la deuxième question. La question est vaste et il y a eu, je suis sûr, beaucoup de réponses tout au long de ces échanges. Quels sont les besoins réels de la toute petite entreprise, des auto-entrepreneurs? Quels sont les mécanismes qui sont en train d'être mis en place? Je crois qu'il en a été question durant tout le débat. Il s'agit de créer une vraie stratégie avec une vision à long terme, avec les outils qui conviennent. Et donc, c'est probablement tout le débat de cette soirée, en fait, répond, j'espère, à certaines de ces questions. J'aimerais, s'il vous plaît, poser une question. Est-ce que les entreprises artisanales, on a envie d'encourager les artisans? Et les artisans sont des auto-entrepreneurs et sont de toutes petites entreprises. Un grand nombre d'artisans dans le passé, comme le disait professeur Ananou, Jacob de Lafont, avant de devenir Jacob de Lafont, étaient des petits artisans de céramique, et Swarovski, avant de devenir Swarovski, étaient des artisans de la taille des pierres. Donc, est-ce qu'on ne peut pas considérer que nos artisans nombreux, qui ont beaucoup de talent, pas qu'au Maroc, en Algérie, chez nos voisins, en Afrique, est-ce qu'on ne peut pas les encourager et les encadrer pour qu'ils développent leur affaire et que d'artisans, ils deviennent petites entreprises? C'est pareil pour nos petits agriculteurs. Ce sont aussi des entrepreneurs. Depuis le confinement, moi, je me suis lancé dans un peu d'agriculture au niveau artisanal. Au niveau artisanal. Biologique. Mais c'est une entreprise et on gère des stocks, et on gère des achats et on gère des conditions difficiles. Qu'est-ce qui est fait pour encourager, faire profiter ces toutes petites entreprises de tout ce qui existe comme outil de recherche d'innovation? Et j'aimerais avoir l'avis de M. Smani déjà sur cette question. Monsieur Smani, s'il est là. J'espère qu'il est là. Sinon, je vous en prie. Voilà, c'est une question, même si, peu importe, si elle ne trouve pas de réponse, mais est-ce qu'on ne peut pas considérer également les artisans, les petits agriculteurs dans le cadre de notre promotion de la petite et moyenne entreprise? Alors, j'aimerais vous faire presque un jeu de mots. Vous savez, on parle de start-up. Hein, oui. Et le mot start-up est composé de deux composantes. Start, il faut d'abord démarrer. Il faut laisser pousser ce petit artisan. Et après, c'est hop. On va essayer effectivement de peut-être lui fournir, alors que ce soit institutionnel, gouvernemental ou autre, le moyen de croître et de devenir peut-être, comme je mentionnais tout à l'heure, une grande entreprise. Mais fondamentalement, n'oubliez pas, il y a le start. Laissons ces petits démarrer là à un certain niveau. Plus on en aura et après, ça sera de sélectionner peut-être certains qui ont un certain potentiel. Et j'aime souvent dire, c'est même pas le projet qui a du potentiel, c'est le dirigeant qui est derrière. C'est souvent le dirigeant qui va amener cette entreprise. Parce que vous avez aussi des dirigeants qui ne veulent pas grossir non plus, de toute façon. Et c'est leur entreprise. Mais il y en a d'autres qui veulent, effectivement, qui ont cette volonté, qui sont prêts à passer certaines épreuves. Le monsieur qui a témoigné là, dans l'électricité ou quoi que ce soit, avec une ambition, ceux-là, il faut savoir les repérer, puis pouvoir leur donner tout le support qu'institutionnellement on peut donner, collectivement qu'on peut donner. Mais ne pas prendre que tout petit artisan va devenir une multinationale non plus. Ça, c'est une erreur. Et souvent, on valorise ça. On va vouloir aux gens, tout entrepreneur, on va dire, c'est quoi, tu as une ambition de devenir une grande entreprise. Mais je dis, attendez, c'est pas une obligation quand on démarre, quand on est start, qu'on doit bien devenir, de devenir la plus grande entreprise. Laissons les gens, mais sachons aussi, je me répète, repérer les gens qui ont un potentiel et qui veulent. Et cela, ne pas leur mettre peut-être des bâtons dans les roues, au contraire, et les appuyer, être un support à ces gens-là. Merci beaucoup, professeur. Je vais ajouter quelque chose. Il y a un modèle qu'on oublie beaucoup, qu'on a beaucoup étudié, je l'ai beaucoup étudié, c'est le modèle italien. En Italie, la seule grande entreprise, c'est Fiat.
C'est la seule. Hein? Et toute l'Italie, c'est small is beautiful. C'est tout ce qui est petit et mignon. Oui. L'Italie a conquis le monde avec, regardez Ferrari. Vous allez à l'usine Ferrari dans la région de Milano, c'est une petite entreprise qui produit 2000 à 3000 voitures par année. Et là, aujourd'hui, un carnet de commandes jusqu'à l'an 2032. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, je rejoins ce qu'il a dit le professeur, on n'est pas, moi personnellement, ça fait 30 ans que je suis entrepreneur, je n'ai pas envie de grandir. Je n'ai pas envie de grandir du tout. Je suis bien comme je suis, je développe, j'innove, je diversifie, mais je suis à une taille humaine. Pour revenir à ton projet, Youssef, de l'agriculture, c'est extraordinaire. L'agriculture aujourd'hui, les petites agricultures, c'est la base de l'écosystème au niveau des villages. Moi, je te donne un exemple. Moi, je travaille avec un concept qui s'appelle un produit, un village. Je vais dans les villages, d'accord? Dans la région de Rif, dans la région de Taza, de Hossima. Et vous trouvez la spécialité? Non, je leur dis, qu'est-ce qu'on fait de mieux? Quel est votre produit phare? Ils me disent, zata. D'accord. Combien vous produisez zata? C'est-à-dire qu'on produit un peu, je ne sais pas, 500 kilos par année. Comment vous le vendez? On va au souk et on le vend et tout ça. Je leur dis, moi, c'est moi, je prends toute la production que vous avez. Mais voilà mon cahier de charge. Je vais chez l'ADA, l'Agence de développement agricole. Il le construit à local. Il le forme à la traçabilité. Il nettoie. Et moi, je leur donne 1,5 plus le prix qu'il y a. Moi, je valorise. Dans ma chaîne de solidarité, en amont, il y a les petits producteurs, les coopératives. Au milieu, je valorise. À l'aval, c'est les jeunes. Je donne des micro-franchises, des bicyclettes, des corners. Vous allez sur les autoroutes, vous trouvez Galmello, chez Shell, vous travaillez. Et ça permet de créer pratiquement 120 emplois indirects et directs par rapport à une micro-franchise basée sur ce concept d'un produit, un village. J'achète les cacahuètes, j'achète les sésames, j'achète les graines, j'achète tout ça et je valorise et je vends. Et ça permet, moi, de gagner. L'agriculteur, il sait que sa marchandise est vendue, elle est payée à l'avance. Et le consommateur, il sait qu'il a un produit de qualité, de traçabilité et naturel qu'il mange. Donc, on a besoin des petits agriculteurs que toi. Il y a des programmes aujourd'hui qui sont là. Il y a l'ADA, il y a le Fonds de développement agricole. Mais il faut s'entourer d'un petit ingénieur agronome qui va permettre de diversifier vers des cultures nouvelles. Aujourd'hui, la truffe noire, aujourd'hui on la cultive, le safran, on le cultive. Ça, c'est ce qu'on appelle les cultures à forte valeur ajoutée. Il ne faut pas se battre sur les tomates, sur les trucs comme ça. Il faut aller vers des produits comme les produits, comme j'ai dit, les truffes noires, comme le safran, comme les endives. Comme ça, c'est des produits à forte valeur ajoutée et sont acceptés dans le monde entier. Je t'encourage beaucoup et vas-y, fonce. Merci beaucoup. Mais alors, je te les donne. Vous nous parlez d'apéritifs. Vous faites que les apéritifs solides ou est-ce que vous faites aussi le liquide? Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Tout est bon. Tout ce qui est bon est bon. En tout cas, merci beaucoup pour vos contributions. Et j'aimerais inviter maintenant notre hôte, nos hôtes, Madame Miliani, et je voudrais inviter également si Mohamed Bouzidi. Peut-être un mot de la fin. Je vous laisse conclure ce panel que vous avez initié et nous apporter une conclusion à cette belle table que vous avez réunie. Fadala si Bouzidi, mais votre micro ne marche pas. Vous allez devoir l'allumer. Il est où le jeune Bouzidi? Hamza, il est où? Il faudrait qu'il nous aide. Allez-y, je vous en prie. Votre micro ne marche toujours pas, monsieur. Est-ce que quelqu'un peut allumer le micro de monsieur Bouzidi, s'il vous plaît? Lalla Miliani? Oui, évidemment. Vous m'entendez? Notre hôte va l'allumer maintenant. Donc, entre-temps, je tiens à vous remercier, monsieur Youssef, pour parce que vous étiez le modérateur de notre panel. Merci d'être présent avec nous. La séance était très interactive, très enrichissante. Donc, on remercie également nos différents intervenants pour vos recommandations qui seront prises en compte. On va essayer de tout noter et merci énormément pour vos recommandations, pour vos interventions et voilà. Donc, j'invite Monsieur Bouzidi. Monsieur Bouzidi, vous allez parler avec les signes, langage des signes.
Et vous nous enverrez aussi une fiche d'évaluation, comme ça on pourra faire les remarques pour que ce soit encore mieux demain. Monsieur Bouzidi, j'espère qu'on va avoir la chance de vous entendre. Et sinon, à quelle heure, donc, Madame Mdiani, Mademoiselle Mdiani? Demain, 19h30 pour la deuxième table. Monsieur Bouzidi va nous parler au téléphone, mais ça ne suffira pas. Ah voilà, on entend. C'est bon? Ah, vous m'entendez, c'est bon. Bon, merci. Alors, moi, je dirais le mot de la fin. J'ai essayé un petit peu d'écouter tous les intervenants. Comme il l'a bien dit, professeur, maître Claude, maintenant, les gens qui vont sortir de l'université, on ne veut pas les transformer. Il faut aller vraiment à l'amont. On est parfaitement d'accord. Mais je voudrais compléter. Pour les entreprises en activité, comme il a dit tout à l'heure M. Mouchrek, en toute simplicité, modestie, humilité, j'ai 45 ans d'entrepreneuriat. Bon, ces gens-là qui connaissent le terrain, on doit les écouter. On a fait un genre de recommandation de Small Business Act, j'ai parlé tout à l'heure très rapidement, en 60 mesures. Ce sont des mesures, comme il a dit Cheikh Ahmed, ce ne sont pas des accompagnements. Je vais vous dire une chose dans l'économie du système. Il y a quelqu'un qui a dit, l'idée c'est la graine et le sol c'est la méthode. Et dans notre culture, on dit, l'eau c'est la vie. Et là, on a toujours travaillé sur l'idée et sur la graine et sur le sol, mais on a oublié le climat, l'oxygène, l'eau, etc. C'est le climat des affaires. Ces gens-là qui ont 45 ans d'expérience connaissent les difficultés du climat des affaires. On ne peut pas dire, on est d'accord qu'on ne peut pas tout remettre en ordre, mais au moins faciliter la vie pour que le chef d'entreprise, comme il l'a dit Cheikh Ahmed, puisse se concentrer ses efforts à 2 ou 3 choses, l'innovation, le marketing et la gestion. Et c'est ce qui se passe dans les autres pays. Je ne dis pas, bon, alhamdoulilah, nous sommes mieux que d'autres pays, mais nous pouvons faire beaucoup mieux. C'est ça le problème. Et je vous dis, je ne vous le cache pas, je le dis et j'assume. Nos recommandations, nous les avons données à la CGM, aux hautes instances, et on souhaite, bon, on continue. Mais il y a aussi une chose que je voudrais aussi ajouter, si vous voulez bien. C'est aussi de notre faute, nous les entrepreneurs. Parce que là, c'est un travail de complémentarité. Les jeunes entrepreneurs ne peuvent pas travailler en égo. Et c'est ça le problème. Non seulement ils sont engloutis dans leur quotidien, mais ils ne travaillent pas en écho. Il faut travailler en écho. Je vous donne la nature, comme vous avez dit, monsieur Yost, la nature nous apprend beaucoup de choses. Les abeilles, qu'est-ce qu'ils font? Ils se nourrissent des fleurs. Ils les pollinisent. Et en même temps, ils produisent du miel, qui est un aliment et un médicament. Ils travaillent et regardez les abeilles, comment ils travaillent, leur organisation, leur structure. On parle, nous, de business model, de business angel et tout ça, ce que dit M. Ananou, je suis parfaitement d'accord. L'entreprise, c'est la personne. Et pour que cette personne puisse développer son énergie, il ne faut pas qu'il la perde dans les tracasseries, je m'excuse, quotidiennes. Il faut qu'il trouve un climat pour qu'il puisse se développer. Et c'est à lui aussi de se remettre en question et de travailler en association. Le mot de la fin, on doit travailler en association et en groupement d'associations pour le bien de soi, pour le bien de l'autre et pour le bien du pays. Je vous remercie. Merci à vous. Et alors, demain, qu'est-ce qu'il y a comme thème? Vous m'avez entendu, je crois. Oui. Alors, le thème demain, le thème du panel de demain? Nous aurons les jeunes et l'entrepreneuriat. À 19h30 19h30, exactement. Eh bien, demain, on sera des auditeurs sages
Et merci professeur, merci mes chers amis et au plaisir de vous revoir demain. Excellente soirée, merci. Bonne soirée, à demain. Bonne soirée. Oui, mademoiselle, pardon. Alhamdulillah, bon, c'était bien, sauf que c'était des problèmes techniques. Voilà, كان السي حمزه مشى وراك عارفه بون بون خصنا على بور دوما ياك ما كيسمعنا.